Alors qu'on vient d'avoir une nouvelle masterclass stratégique de la part des McLaren, le championnat pilote est quasiment joué. Mais ça, c'est ce que j'aurais dû dire si McLaren avait le même niveau que les autres équipes en stratégie, et malheureusement pour eux, c'est pas du tout le cas. Ils nous ont proposé une nouvelle bourde pendant ce Grand Prix du Qatar, et s'il y en a bien un qui en a profité, c'est Max Verstappen, toujours prêt à sauter sur les occasions, et qui se retrouve encore plus dans la course au titre. Après le week-end passé dans la ville du vice, où le championnat pilote aurait déjà dû être joué, grâce à la deuxième place obtenue par Lando Norris sur la ligne, qui aurait dû lui donner 30 points d'avance sur Piastri et 42 sur Verstappen, malheureusement, les McLaren ont déjà commis une erreur en mettant leur voiture trop basse, provoquant une usure excessive de la planche et une double disqualification, comme pour les Ferrari en Chine. Cette fois, c'est une boulette stratégique qui a réduit leur chance de victoire au néant, et au final, on se retrouve avec une nouvelle victoire du Néerlandais qui revient à seulement 12 points du Britannique avant Abu Dhabi ce dimanche. Et même si son coéquipier australien n'est qu'à 16 points de la couronne, la question qui est sur toutes les lèvres c'est « et si Max Verstappen le faisait ?» Avec ces circonstances favorables, c'est la possibilité d'une remontada historique qui se présente pour Max Verstappen. Il faut rappeler qu'il a eu jusqu'à 104 points de retard sur Oscar Piastri. C'est quand même l'équivalent de 4 victoires d'écart. Et la question qu'on peut se poser c'est « est-ce qu'il y a déjà eu des remontadas aussi folles? Des gars qui partent de loin, qui arrivent à décrocher cette couronne mondiale? C'est ce que je vais vous présenter aujourd'hui. C'est parti! Et bien sûr, en 75 ans d'existence, vous vous imaginez bien que la Formule 1 nous a déjà proposé ce genre de scénario. Et celui par lequel je vais commencer, c'est le seul de la vidéo qui concernera seulement 2 pilotes, et ça concerne l'année 1976. Et cette année-là, elle est bien connue pour plusieurs raisons. Déjà parce qu'elle a opposé 2 personnalités très clivantes en la personne de Niki Lauda et de James Hunt, qu'on peut assez facilement opposer. James Hunt étant, on va dire, une personnalité assez flamboyante, accro aux bières, et aux femmes, on va dire. Alors que de l'autre côté, on a un Niki Lauda beaucoup plus posé, beaucoup plus calculateur, beaucoup plus froid. D'une certaine manière, c'est le feu et l'eau. C'est lors de cette année que l'Autrichien va subir un grave accident au Nürburgring. Et enfin, c'est parce que cet accident nous a permis d'avoir un scénario de folie au championnat. Retour sur l'année 1976. Et soyons honnêtes, le début de saison de Niki Lauda, c'est juste une énorme masterclass. La Ferrari de l'Autrichien est infiniment supérieure à la McLaren de Hunt et à toutes les autres voitures. Et pour preuve, après 9 courses sur 16, Lauda met une tempête à la concurrence. Il a 64 points et Hunt n'a que 19 points. Alors oui, la réalité d'aujourd'hui est différente, mais à l'époque, Hunt avait été disqualifié au Grand Prix d'Espagne terminé en mai. Il l'avait dominé, mais sa McLaren avait été mesurée trop large, entraînant une disqualification. Et je vous vois venir les complotistes qui disent que la FIA fait un petit peu ce qu'elle veut pour créer du suspense et qu'elles auraient réattribué les points après l'accident de Lauda au moment où ça aurait pu aider James Hunt, un petit peu comme c'est dit dans le film Rush, si ma mémoire est bonne. Non, c'est pas du tout le cas. L'accident de Lauda a lieu en août, le Grand Prix d'Espagne a eu lieu en mai, donc 3-4 mois avant, et la réattribution des points de James Hunt a eu lieu en juillet. Donc il n'y a aucun complot à avoir avec la FIA, ça a été fait dans les bons temps, on va dire. Maintenant que le cadre est posé, abordons le tournant de la saison, le Grand Prix d'Allemagne, 10e manche de l'année. Ce Grand Prix se passe au Nürburgring, un véritable circuit monument, un classique comme on pourrait dire, avec son tracé du Nordschleife, près de 23 km, 176 virages, et entre grosses guillemets seulement 14 tours à faire. Pour vous rendre compte, c'est quand même 3 fois plus long que Spa, et à l'époque, les pilotes mettent 7 minutes pour faire la pole. D'ailleurs, c'est Hunt qui en profite pour prendre la pole, et Lauda, de son côté, est un petit peu plus loin, prend le départ en pneus pluie et les change dès la fin du premier tour pour mettre des pneus slick. Et c'est au cours de ce deuxième tour que le drame arrive. Il perd sa voiture dans un virage à gauche rapide, il tape sur l'extérieur, il rebondit entre les rambardes et il arrive en plein milieu de la piste. Il se fait percuter d'ailleurs par plusieurs des concurrents qui arrivent à pleine vitesse. Et ce qui est dramatique, c'est que dès le choc initial, il perd son casque, il est inconscient et il se retrouve dans les flammes pendant plus d'1 minute. Et s'il s'en sort, c'est grâce à 4 autres pilotes qui se sont précipités hors de leur monoplace pour aller aider à sortir l'Autrichien des flammes et l'aider à l'emmener à l'hôpital. Vous vous imaginez bien qu'après 1 minute dans les flammes, les blessures physiques sont déjà impressionnantes et inquiétantes, avec de très graves blessures
au visage. Mais le pire, ce sont les blessures invisibles, parce que 1 minute passée dans les flammes, c'est 1 minute à respirer des vapeurs d'essence brûlée qui sont absolument toxiques. Et franchement, l'état de Niki Lauda à son arrivée à l'hôpital est dramatique, à tel point qu'un prêtre a été dépêché pour lui donner les derniers sacrements. Il est littéralement passé à 2 doigts de mourir. Et Niki Lauda a réussi l'impossible. 6 semaines plus tard, on le verra marquer des points lors du Grand Prix d'Italie, alors même que ses blessures au visage étaient encore vives et qu'il a terminé la course en sang. Il n'a rien lâché, il s'est battu pour accélérer son retour en course parce que pendant ce temps, Hunt n'a pas chômé, il a engrangé de gros points avec des belles victoires, à tel point qu'il s'est relancé dans la course au titre à 3 Grands Prix de la fin. Hunt avait 47 points, Lauda en avait 64, et il restait seulement 27 points à distribuer car une victoire attribue 9 points. Et Hunt va bien continuer sur sa lancée, il va faire 2 victoires au Canada et aux États-Unis, tandis que Lauda ne gagnera que 4 points sur l'ensemble de ces 2 Grands Prix. Hunt aborde donc le dernier Grand Prix de l'année à Fuji au Japon avec seulement 3 points de retard sur Niki Lauda. Une victoire le sacrerait dans tous les scénarios et il faudrait au moins qu'il se classe 3ème pour espérer quoi que ce soit. La 3ème place donnant 4 points, mais il faudrait espérer que Niki Lauda ne marque pas du tout. Et ce qu'on peut dire, c'est que nos 2 protagonistes entament très bien leur week-end. Hunt se qualifie 2ème, juste devant son rival, mais c'était sans compter sur un dimanche absolument dantesque. Un véritable déluge non-stop, une piste détrempée, de la brume. Autant dire qu'en 2025, on ferait 2 tours sous safety car et on s'arrêterait là. Bien évidemment, le début de la course a été retardé au maximum pour voir si les conditions s'amélioraient, et malgré l'absence d'amélioration, la direction de course a fait le choix de maintenir le Grand Prix à l'encontre de l'avis de bon nombre de pilotes et d'autres officiels qui jugent la piste impraticable. Par miracle, la pluie s'arrête au moment où le coup d'envoi est lancé, mais la piste reste tout de même très compliquée, rien que sur le tour de préparation, des pilotes partent en tête à queue. Et dans ces conditions, Hunt réalise une véritable masterclass. Il prend la tête au coup d'envoi et il s'envolera très rapidement, comptant 5 secondes d'avance dès le 4ème tour. Et pendant ce temps-là, son rival Niki Lauda a pris la décision la plus courageuse que j'ai jamais vue en Formule 1, celle d'abandonner. Encore traumatisé par son accident au Nürburgring, il décide d'abandonner, car à ses yeux, sa vie ne vaut pas un titre de champion du monde, et il a bien raison. Mais dans ce duel, tous n'auront pas fait le même choix. Hunt, lui, prendra la décision tout aussi belle de se battre jusqu'au bout pour ce titre de champion du monde, et le destin lui donnera raison pendant 69 tours, sur les 73, où il est virtuellement champion du monde et en tête, jusqu'à une crevaison à l'avant-gauche qui l'oblige à passer par les stands en catastrophe, à s'arrêter pendant 30 secondes, et à ressortir à une 5ème place qui n'est plus suffisante pour gagner. Là, il va devoir cravacher, il va devoir remonter au plus vite parce que seule la 4ème place pourrait être suffisante pour lui assurer le titre. Et c'est dans l'avant-dernier tour qu'il y arrivera. Il prendra même la 3ème place pour signer un podium. Mais ce qui est incroyable dans ce dénouement, c'est que les conditions étaient tellement dantesques que le panotage que pouvait voir Hunt lui indiquait une 5ème place. Il était persuadé d'être 5ème et d'avoir perdu son titre. Et lorsqu'il y a eu des collègues de McLaren qui se sont rués sur lui pour le féliciter de son titre, il est passé à 2 doigts de leur mettre un gros coup de poing. Heureusement, il s'est retenu, il a écouté ce que ses collègues ont eu à lui dire, et un grand sourire a illuminé son visage. Et en plus de ça, il a réalisé l'une des plus grosses remontadas de l'histoire, remontant plus de 45 points, 47 pour être précis, l'équivalent de plus de 5 victoires d'écart avec Niki Lauda. C'est juste affolant. J'espère que vous avez apprécié cette première partie entre 2 pilotes que tout oppose, entre 2 personnalités aussi que tout oppose entre Niki Lauda et James Hunt. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner pour du contenu similaire. Et je suis curieux de savoir quelle est la remontada que vous trouvez la plus folle. N'hésitez pas à me dire ça en commentaire, ça fera peut-être partie d'un 2e épisode. En attendant, je vous laisse avec la 2e remontada de la vidéo. C'est parti! Pour cette 2e partie, je vous emmène dans un temps que même mes parents n'ont pas connu, cap sur l'année 1964, et cette fois il y a une petite spécificité, c'est qu'on arrive à une année où 3 hommes se battent, mais avec 3 voitures différentes. On retrouve John Surtees avec sa Ferrari, Graham Hill avec sa BRM, et Jim Clark avec sa Lotus. Et même si on parle de 3 hommes, pendant longtemps, ça a été un mano à mano entre Jim Clark et Graham Hill. Alors je dis longtemps, ça a été pendant 5 GP, mais il faut se rendre compte qu'à l'époque, 5 GP, c'était déjà la moitié de la saison. Et donc à la mi-saison, Jim Clark a 30 points, devance Graham Hill de
4 points et devance John Surtees de 20 points. Il reste donc 5 grands prix. Il faut se rendre compte qu'une victoire donne 9 points, déjà à cette époque-là. John Surtees est quand même très loin. Et si vous voyez seulement 24 points pour Graham Hill, sachez que vous ne rêvez pas. C'était une petite spécificité de l'époque où il y avait une règle qui favorisait les performances au détriment de la fiabilité. Je m'explique. On est dans les années 60. La fiabilité n'est pas ce qu'elle est aujourd'hui. Il y a des casses moteurs, il y a des casses de suspension, il y a des casses d'à peu près tout ce qui peut se casser sur une Formule 1. Donc d'office, la FIA a mis en place une règle qui va prendre en compte les 6 meilleurs résultats sur l'année au détriment de la fiabilité. C'est-à-dire qu'il vaut mieux gagner 6 fois et abandonner 4 fois plutôt qu'être régulier tout le temps et faire que des deuxièmes places. Et soyons honnêtes, ça va avoir une grande importance sur l'attribution du titre. Mais ce qu'il faut savoir sur l'année 1964, c'est que ce titre aurait pu souffrir d'aucune contestation. On a un Jim Clark qui à la mi-saison dominait avec 30 points, mais surtout qui a dominé les courses suivantes. La Lotus était largement meilleure que les autres. La grosse problématique, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est la fiabilité. En Allemagne, il a mené, mais une fuite d'huile l'a obligé à abandonner. Et pire que ça, Surtees et Hill en ont bien profité eux pour faire le plein de points. En Autriche, il mène, mais il a un problème de suspension. En Italie, un nouveau problème, cette fois le moteur, qui casse à quelques tours de la fin de la course où il était très proche de la victoire. Aux États-Unis, nouvel abandon mécanique. On est sur un gars qui aurait facilement pu faire 3 podiums supplémentaires, voire 1 ou 2 victoires supplémentaires. Et le problème pour Clark, c'est que ses petits copains, ils l'attendent pas. Du côté de Hill, il y a une 2e place derrière Surtees en Allemagne, il y a une victoire aux États-Unis, ça lui permet d'aborder le dernier Grand Prix avec 39 points, et on a Surtees qui a fait un sacré carton plein pendant ce temps, avec 3 podiums, 2 victoires sur les 4 derniers Grands Prix. On arrive donc au dernier Grand Prix, au Mexique. Clark arrive avec 30 points, Surtees 34 et Hill 39. On voit qu'il y a un bon paquet de scénarios où Hill peut être sacré, Surtees a encore de bonnes chances, alors que Clark, il lui faut absolument une victoire, il lui faut que Surtees ne soit pas deuxième, et il faut que Hill ne marque aucun point. Et pendant longtemps, ça va passer. Clark va dominer la course jusqu'à 2 tours de la fin. Il est virtuellement champion, car Surtees n'est pas deuxième, que Hill n'est pas du tout dans les points. Et un nouveau problème de fiabilité arrive pour Clark, une fuite d'huile qui lui amène une baisse de régime de son moteur, qui le fait rétrograder jusqu'à une 5e place, qui va lui amener les 2 pauvres petits points de toute sa 2e partie de saison. Sauf que pendant qu'il y en a un qui galère avec sa fuite d'huile, il y en a un qui était 3e, qui se cachait, et qui va profiter de toute cette situation. C'est John Surtees. Lui, il était 3e, il passe du coup 2e, assez logique, mais cette 2e place, en prenant en compte le fait que Graham Hill ne marque pas un point, ça lui permet de porter son total à 40 points, soit juste 1 point de plus que Graham Hill, et ce qui lui permet de passer premier du championnat pour la première fois. Et ici, c'est devant un Graham Hill qui est trop régulier pour son époque. J'en ai déjà parlé un petit peu tout à l'heure, mais avec cette règle des 6 meilleurs résultats, Hill n'a que 39 points sur les 41 qu'il a marqués. Et par contre, celui qui a vraiment tout perdu à cause de la fiabilité de sa Lotus, c'est Jim Clark, qui termine 3e avec 32 points. Et si je vous parle de cette saison 1964, c'est parce qu'elle a été le théâtre d'un exploit qui n'a jamais été égalé. En effet, John Surtees a été champion du monde de moto en 1956, et il a été en F1, seul pilote de l'histoire à l'avoir réussi, et même si ça a été grâce à de nombreuses circonstances favorables, il a quand même réussi à faire une 2e partie de saison magnifique, et une remontada de folie, où il n'a réussi à être premier du championnat, ne serait-ce que virtuellement, qu'à partir des 2 derniers tours du championnat. Et on va le voir, la Lotus de Jim Clark a eu un joli don de se saboter. On va voir que McLaren a aussi un passif assez fort pour se saboter. Et si j'ai voulu terminer cette vidéo par la remontada de l'année 2007, c'est pour une bonne raison. Déjà, parce qu'elle concerne de McLaren, et déjà, parce que les 2 McLaren n'ont pas gagné. Et ce qui est assez amarrant, c'est de se dire qu'il y a un parallèle assez facile, pour pas dire évident, à faire avec la situation actuelle de 2025, où on aurait le dénouement au dernier Grand Prix à Abu Dhabi ce dimanche, et où il est possible que Verstappen remporte le titre. Sur cette année 2007, la différence, c'est qu'elle avait 2 pilotes d'un autre calibre. En 2007, un certain Fernando Alonso est double champion du monde en titre avec Renault. Il aborde cette nouvelle année avec la soif d'un 3e titre.
Et à côté de lui, il y a un certain rookie, un certain Lewis Hamilton, qui fait ses premiers pas en Formule 1, et il sera clairement pas là pour faire de la figuration. Et un duo de pilotes, avec autant d'ambition, et avec des caractères totalement incompatibles, ça ne pouvait que mal se terminer. Il y en a un qui va réussir à profiter de la situation, le Finlandais Kimi Räikkönen, qui leur subtilisera la couronne mondiale dans les tout derniers instants. Retour sur l'année 2007. Et honnêtement, le début de saison, il n'y a pas grand chose à dire, hormis que c'est assez serré. Les McLaren sont au-dessus, la preuve, Hamilton à 70 points, 2 victoires, Alonso à 68 points, mais 3 victoires, avec un petit peu moins de régularité que son coéquipier britannique, mais les Ferrari ne sont pas lâchés pour autant. Felipe Massa est le premier des rouges, avec 59 points et 3 victoires, et Kimi Räikkönen le suit un point derrière, avec 2 victoires. Si je vous parle de son 11e GP, c'est pas parce qu'il y avait un écart abyssal, c'est parce qu'il a marqué un tournant dans la saison avec l'écurie McLaren qui a totalement implosé. Et il faut se rappeler d'une chose, c'est qu'à cette époque-là, l'écurie Papaye, qui n'était pas du tout Papaye, j'adorais leurs anciennes couleurs argent et rouge comme elles étaient, cette écurie avait pris un Fernando Alonso, qui était double champion du monde chez Renault, couvé par un certain Flavio Briatore, qui l'avait placé chez Minardi à ses débuts, qui l'avait placé chez Renault, qui avait placé tous ses espoirs en lui et qui l'avait couvé comme son poulain, bah là, Alonso il arrive chez McLaren et il trouve exactement ce type de relation entre Ron Dennis et Lewis Hamilton. Parce que Ron Dennis, il suit Hamilton depuis son adolescence. C'est quasiment un de ses fils si on exagère. Et cerise sur le gâteau pour Alonso, il se rend compte que ce rookie, il est ultra performant. Sur les 10 premières courses, il fait 2 victoires, énormément de podiums, et il est leader du championnat devant lui. Et ça, autant dire que ça plaît pas, mais alors pas du tout à l'Espagnol. Et on le voit encore aujourd'hui, Alonso c'est pas le caractère le plus facile du plateau. Il va faire la gueule, et quand Alonso fait la gueule, il est capable de détruire des écuries. Et pourtant je suis fan d'Alonso. Mais il faut admettre qu'il a cette faculté de mettre l'étincelle et la poudre en même temps. Et l'explosion tant attendue arrivera durant les qualifications du Grand Prix de Hongrie, 11e manche de la saison, avec une scène qui va marquer l'histoire de la F1. Après le premier run de Q3, Alonso a signé le meilleur temps et la pole provisoire. Il rentre au stand, histoire de changer de pneu, remettre un petit coup d'essence aussi, parce qu'à l'époque c'était encore autorisé, et vient le moment où il peut repartir. Les feux passent au vert et il peut avancer. Il n'avance pas, et on peut se dire qu'il attend. Il attend peut-être le meilleur moment, la fin de la séance, pour pouvoir repartir et profiter de la piste qui a le maximum d'adhérence pour signer le meilleur chrono. Il repart, il passe la ligne pile poil pour s'élancer pour un deuxième tour chrono, et ça marche parce qu'il prend la pole position à Hamilton. Le problème, c'est qu'il est rentré avant son coéquipier. Et à cette époque-là, il n'y a qu'un emplacement pour que les mécaniciens puissent interagir avec les voitures, et si Alonso a pu ressortir et passer la ligne à temps, ça n'a pas été le cas de Lewis Hamilton. On a appris, après coup, que ce serait Ron Dennis lui-même qui aurait voulu punir Lewis Hamilton de ne pas avoir écouté un de ses ordres et qui aurait profité d'utiliser Alonso pour le bloquer. La FIA n'a pas été vraiment du même avis et même si Fernando Alonso avait signé à la pole, ils lui ont attribué 5 places de pénalité, histoire de marquer le coup. Mais l'image la plus marquante, c'est évidemment ce moment où Hamilton s'est retrouvé bloqué derrière son coéquipier. Et à partir de là, c'était fini. L'écurie implose totalement. Tension dans le garage, stratégie discutable, consignes inexistantes, l'équipe est scindée en deux et chaque box joue contre l'autre. Et comme si ça ne suffisait pas, près d'un mois plus tard, l'affaire du Spygate éclate. McLaren est accusé de posséder des documents techniques de la Ferrari et à partir de là, l'image de l'écurie a été ruinée. Procès, disqualification du championnat constructeur. Une seule chose a été sauvée, les pilotes, qui eux vont pouvoir continuer de se battre pour le championnat pilote jusqu'au bout. Pendant que tout le monde se déchire à Woking, une certaine personne continue d'avancer et de faire son petit bonhomme de chemin. Un certain Finlandais, dont j'ai parlé plusieurs fois déjà pendant la vidéo, Kimi Räikkönen, qui continue d'engranger des points. Et même si fin août, Hamilton mène encore largement, Alonso reste dans le match, mais peu de gens remarquent que le Finlandais, lui, n'arrête pas de remonter. Et Hamilton est sous pression, à tel point qu'en Chine vient un autre tournant. Hamilton a détruit ses pneus à force d'attaquer, a voulu rentrer au stand pour les changer, mais jauge très mal son adhérence, sort dans les graviers, abandonne et ne marque aucun point. Et c'est ainsi qu'à une course de la fin, Hamilton mène encore le championnat de 7 points sur Räikkönen,
107 à 100 et qu'Alonso est toujours en embuscade avec 103 points. Avec 10 points maximum à aller chercher, Hamilton est quand même en situation très favorable et Kimi Raikkonen est condamné à l'exploit. C'est donc dans ce contexte tendu qu'Interlagos accueille la finale 2007 et même si les Ferrari ont très peu de chances d'y arriver, elles font quand même le gros coup pendant les qualifications en plaçant leur Ferrari mieux que les McLaren. Massa signe la pole position devant Lewis Hamilton et Raikkonen 3e est en embuscade, juste devant Fernando Alonso. Et bien évidemment, si tout s'était passé de manière assez pépère, on serait pas là pour en parler, mais dès son envol, Lewis Hamilton se rate totalement, à tel point qu'il s'est retrouvé 8e au bout de quelques virages, très loin du scénario idéal. Le Britannique essaye alors de sauver les meubles, mais alors qu'il est dans les S de Senna, sa F1 ralentit brutalement, il perd une quinzaine de places, il glisse très loin des points, et même s'il arrive à repartir, le mal est fait, ses chances se sont fortement réduites. Et pendant qu'Hamilton galère, Ferrari met en place une masterclass stratégique. Massa mène le train avec un rythme volontairement irrégulier pour protéger Raikkonen et empêcher Alonso d'entrer dans sa fenêtre stratégique. Et au premier arrêt, Ferrari arrive à réaliser une inversion des places au stand. Raikkonen est ravitaillé pour ressortir juste devant Massa et Alonso n'a pas le rythme pour recoller. Dans ces positions, Raikkonen est donc devant Massa, devant Alonso, et virtuellement champion du monde. Pendant ce temps-là, l'opération remontada d'Hamilton est en marche. Il remonte sur les pilotes du midfield, il double proprement, il est obligé, parce qu'un abandon serait fatal pour lui, mais même dans ses meilleurs tours, il concède plusieurs dixièmes au Ferrari. Son ingénieur l'informe régulièrement des écarts, et le message est clair, il doit finir 5e pour pouvoir être champion. Sur les derniers tours de course, les Ferrari sont juste intouchables. Raikkonen prend la tête définitivement après le dernier cycle d'arrêt, et Massa, malgré le fait d'être le pilote à domicile et d'avoir la ferveur du public pour lui, joue parfaitement son rôle. Il restera à sa 2e place, tandis qu'Alonso restera 3e, isolé et incapable de remonter sans dégrader ses pneus durs. À la fin, il accusera un retard de 50 secondes sur les pilotes Ferrari. Hamilton, lui, joue le tout pour le tout. Maintenant, peu importe s'il abandonne ou pas, il a perdu le championnat et donc il va chercher à avoir cette 5e place. Il s'en approche, mais malheureusement, avec la gestion du trafic et la perte de temps initiale avec sa boîte de vitesse, il ne pourra pas faire mieux que 7e. Hamilton termine donc la course à la 7e place, engrangeant 2 points. Alonso, lui, terminera la course 3e et prendra 6 points. Mais le grand vainqueur de la course et du championnat, c'est Iceman, qui avec ses 10 points permet de passer les 2 McLaren qui ont 109 points au championnat en les battant d'un petit point. Cette année 2007, ça restera une sacrée anomalie. On a quand même eu le droit à un rookie ultra dominateur pour sa première année. On a eu un double champion du monde qui s'est battu contre sa propre écurie qui venait de l'intégrer. Et on a Ferrari qui a su en tirer parti au terme d'une stratégie brillamment orchestrée dans le dernier Grand Prix qui leur aura permis de subtiliser le titre mondial à ceux qui auraient certainement dû le gagner. Parce que oui, soyons honnêtes, Hamilton aurait dû le gagner, Alonso aurait pu le gagner, mais celui qui l'a emporté et qui a gagné le gros lot, c'est Kimi Raikkonen, qui même aujourd'hui reste le dernier champion du monde avec les rouges. Et faire cette vidéo, ça m'a donné envie d'adresser une petite pensée à McLaren, et plus particulièrement à Zak Brown et Andrea Stella, parce qu'on a vu que des remontadas ça se fait. Et prenons le cas de Kimi Raikkonen, on voit que c'est un pilote qui sait gagner, au sang-froid, et qui sait remporter un championnat à la dernière course. Et Max Verstappen coche toutes ces cases. La meilleure preuve, c'est sa victoire en 2021 face à Lewis Hamilton. Au bout d'une saison haletante, il arrive à prendre le titre au dernier tour. Et maintenant, si j'ai un conseil à adresser du coup à McLaren, ce serait de faire très attention à éviter une grosse déconvenue, quitte à choisir un de leurs pilotes. On sait que Zak Brown a indiqué qu'il ne le ferait pas, et bien il va devoir peut-être revenir sur ses paroles, parce que Norris a 16 points d'avance sur Piastri, 12 points sur Verstappen, il a de grandes chances d'être titré, ne gâchez pas tout. J'ai donné mon avis, et maintenant je suis curieux d'avoir le vôtre. Déjà par rapport à la situation, mais surtout d'avoir votre avis sur la vidéo. C'est la première de la chaîne, donc je suis curieux de savoir ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Et si vous aimez donner votre avis, rejoignez-nous tous les dimanches soirs sur Twitch pour partager le vôtre. On parle des actus de tous les sports. Et bien sûr, n'hésitez pas à nous rejoindre sur toutes les autres plateformes où on partage des réacts ou nos opinions. Le lien est dans la description. Et il me reste plus qu'à vous dire à très bientôt.